Aujourd'hui, le squad, on accueille un préparateur physique d'expérience dans le rugby, Mourad Abed. Je suis ravi d'échanger avec l'actuel préparateur physique de l'ASM Clermont grâce à la passe décisive d'Erwan Lecor, dont l'épisode a beaucoup plu. Mourad, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Salut Maxence, merci pour l'invitation, c'est cool. Eh ben écoute, je suis préparateur physique dans le rugby depuis 20 ans en fait. Ouais, ça passe, ça me rajeunit quand j'y pense. J'ai commencé ma carrière dans le rugby au club de Bourgoin, au CSBJ, Ouais, pas très loin de 20 Lyon, ans. ouais. Ouais, c'est ça, à côté de Lyon, parce que en fait, je suis arrivé là-bas, c'était dans le cadre de mes études à l'époque, parce que j'avais repris des études dans la prépa physique. Et puis, tu vois, j'avais envoyé un paquet de CV, comme tous les étudiants qui recherchent des stages. Et à cette époque-là, les seuls qui m'avaient répondu, c'était le CSBJ. Mhm. Parce que j'avais cette bivalence aussi, parce qu'à l'époque, j'étais déjà prof de judo. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le rugby via le judo, en fait. Donc, le Ok, CSBJ. Et après, ça s'est fait naturellement parce que le rugby, à cette époque-là, commençait à se structurer. Tu vois, on était rentré dans le professionnalisme. En 2004, les centres de formation devaient être labellisés. Et dans le cahier des charges, en fait, tu devais avoir un prépa physique à temps plein. mhm. Et ben, c'est comme ça que j'ai enquillé, quoi. Tu vois. J'aimerais justement que tu nous parles de cette professionnalisation du rugby que tu as pu voir sur ces 20 dernières années. J'ai envie de te dire, elle a été exponentielle avec les budgets des clubs. Tu vois, maintenant de recul, je crois qu'à Bourgoin à l'époque, sachant qu'on avait pas mal d'internationaux déjà, on était un club phare. Il me semble de mémoire, le budget, je crois qu'il était de 8 millions d'euros. C'était déjà pas mal à l'époque, hein. C'était Ouais. un bon petit budget. On avait quand même des joueurs très intéressants. Tu vois, cette augmentation des budgets, puisque 20 ans plus tard, maintenant, on arrive à des budgets x3, voire x4. Donc, bien évidemment, elle a accompagné un peu cette professionnalisation avec des staffs qui se sont complétés, avec des spécialistes qui ont intégré. Puis les joueurs sont devenus de plus en plus professionnels dans leur approche. Puis c'est surtout aussi les centres de formation. Maintenant, les clubs se reposent énormément sur les centres de formation parce que ça permet d'avoir des joueurs déjà issus du club déjà. Déjà, c'est la première chose. Et puis, on va dire en termes de coûts, intéressant. Deuxième spécificité aussi, c'est que par rapport au rugby, tu vois, on a un nombre d'étrangers sur lequel on ne peut pas dépasser sur une feuille de match. Ouais, C'est-à-dire que tu as 23 joueurs. Dans les 23, tu dois en avoir 7 qui sont non GIF, en fait, non issus de ok. la formation française. Donc, joueurs étrangers. Donc, bien évidemment, ça aussi, ça a participé aussi à la professionnalisation du rugby. Ça nourrit plusieurs questions en moi. La première, c'est est-ce que selon toi, de ce que tu vois au niveau des jeunes joueurs issus des centres de formation, est-ce que tu trouves qu'ils ont le niveau quand ils intègrent le staff professionnel? Ouais, franchement, ouais, de plus en plus, parce que moi, tu vois, j'avais commencé au centre de formation. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Bourgoin, c'était un peu particulier parce qu'on était déjà précurseurs. Parce que moi, j'avais beaucoup de jeunes du centre de formation qui jouaient déjà chez les pros. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà, nous, cette habitude de faire basculer les joueurs déjà en pro. Mais Mhm. moi, je me rends compte maintenant, c'est quoi, les joueurs sont de plus en plus pros. En fait, ils sont câblés pour le rugby professionnel, quoi. Quand ils savent Ok. qu'ils sont en centre de formation, ils savent que voilà, c'est pour aller jouer en pro. Tout à l'heure, tu parlais des joueurs qui étaient plus professionnels dans leurs attentes. Donne-nous un peu des exemples qui te marquent par rapport à ça. Tu vois, moi, le dernier exemple que j'ai, c'est le petit Louis Bielbarré, quoi, qui a fait la Coupe du Monde cet été. Mhm. C'est un gamin que j'ai eu l'année dernière. C'était déjà un jeune prometteur, hein. Il avait enquillé un petit peu en pro, etc. Mais il a eu une ascension fulgurante cette année, déjà avec Bordeaux, puisqu'il a fait des très très bons matchs. Tu vois, il est rentré en équipe de France par la petite porte. Il a fait son petit bonhomme de chemin et tu vois, titulaire en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Donc, Mhm. puis le mec câblé, serein, tu vois, pas, en fait, en termes de pression, habitué à la pression, quoi. Mm. Toi, tu as fait toute ta carrière dans le rugby, c'est bien ça? Ouais, 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 ouais. Ouais. J'ai toute ma Et carrière dans le rugby. justement, étant en tant qu'athlète, tu es ceinture noire, troisième dan, si Ouais, c'est ça, si je ouais. ne m'abuse, donc dans le Ouais. judo. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette ambivalence avec un sport de combat, mais individuel, en tant que préparateur physique dans un sport comme le rugby? Tu vois, au début, je connaissais rien au rugby. J'ai jamais regardé un match de rugby, tu vois. Donc, moi, déjà, ça m'a forcé, déjà, dans un premier temps, à apprendre l'activité. Tu vois, Mm. faire un état des lieux, qu'est-ce que c'est que le rugby, comment ça se joue. Tu vois, j'ai commencé à cette époque-là à regarder un peu j'avais fait une sorte des tableaux où je faisais,
tu vois, le temps de travail, des phases de jeu, quoi, temps de travail, temps de récup. Donc, tu vois, ça m'intéressait déjà dans ce sens-là, quoi. Le fait de pas connaître et de pas être connu, je trouve que ça aussi a été un avantage parce que quelque part, tout le monde te regarde avec un œil un peu frais, quoi. Ouais. Et toi aussi, Donc, si t'as j'imagine que bien tu avais un œil frais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a ça aussi parce que moi, je m'en souviens au début, quand j'ai commencé, ouah, c'était, tu vois, on avait une petite salle de muscu, j'avais deux, trois trucs. En fait, on était aux prémices de la prépa physique, hein. Alors qu'en judo, déjà, on était en avance, et énormément en avance. Donc, j'ai beaucoup intégré de choses que je faisais dans le judo, dans le rugby. Ouais, mais c'est vrai que moi, tu vois, en commençant dans le sport de haut niveau, j'avais une grosse croyance sur le fait qu'il faille être du milieu en tant qu'athlète avant d'intégrer ces milieux-là. Et je me suis rendu compte très rapidement avec les divers collègues avec qui je travaillais que finalement, bah, j'ai eu des collègues qui étaient issus du tennis, même du breakdance, et qui intégraient derrière du football. Et je trouve ça assez enrichissant et ils Bien sûr, apportent autre chose. bien sûr. Oui, parce que tu apportes cette fraîcheur, puis il n'y a pas ce côté consanguinité de l'activité, quoi. Mm, mm. Tu vois, parce que des fois, les préparateurs physiques se substituent des fois à l'entraîneur. Donc, Ouais, tu vois, moi, je parle jamais de rugby. Je parle jamais de rugby. Tu vois, ok. je reste dans mon domaine. On pose des questions sur mon domaine, mais basta, quoi. Et les compos d'équipe, les choses comme ça, j'interviens jamais parce que déjà d'une, ça m'intéresse pas. Ça Ok. m'intéresse Et pas. est-ce que tu as quand même passé, du coup, j'imagine que non, vu ta réponse, mais des diplômes dans le rugby? Non, ouais, le seul truc qu'on a passé, c'est une certification Ok. dans le rugby. C'était un truc qui se faisait à Marcoussis sur 2 ou 3 jours de mémoire. Parce qu'en fait, le métier de préparateur physique dans le rugby a été reconnu auprès de la Ligue La nationale de Fédé, rugby. ok, Maintenant, on ouais, a un statut, etc. Donc, c'est très pour ça bien. qu'on a cette certification. Mais en soi, c'était juste, on va dire, un document qui formalisait un peu ton travail, quoi. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que tu es un ovni ou est-ce que la majorité des préparateurs physiques dans le rugby, de connaissances que tu peux avoir, sont uniquement, on va dire, préparateurs physiques dans leur esprit ou est-ce qu'il y en a certains qui ont des diplômes en tant qu'entraîneur ou que sais-je dans le rugby? Bah, tu vois, ce qui est drôle, enfin, ta question est drôle parce que là, je suis en train de regarder un peu les autres préparateurs physiques. Alors, moi, je vois en top 14. Moi, je pense que la plupart, il y en a aucun qui est issu du rugby, ou très Ouais, peu. ok. Ouais. Mais je trouve ça top parce que, en fait, ma Ouais, question, ouais. elle était orientée parce que Ouais, clairement, c'est dans ce le qui a permis de faire football, aussi évoluer le métier de préparateur physique dans le rugby, quoi. Tu ouais, vois? Et clairement. l'activité en elle-même. On est arrivé avec nos moyens et notre savoir-faire sans être issu de l'activité. Donc, c'est ça Et qui ouais. était quelque part intéressant. Ouais. Mais pour le coup, dans le football, du peu que. Enfin, non, même, je vois beaucoup de préparateurs physiques dans le football. Et en fait, tous sont orientés. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui s'orientent ou si c'est les clubs, les fédérations qui les orientent vers, en fait, des diplômes d'entraîneurs. Et souvent, même, ils ont un peu une double activité, Ouais, notamment dans double les casquette. activités, exactement, où ils vont travailler en tant que préparateur physique d'une équipe U17, U19, admettons, et Mm. être entraîneur d'une équipe U8, U10 alors que finalement, c'est deux métiers différents. Mais dans le foot, c'est quand même très lié et c'est pour ça que je trouve intéressant de pouvoir échanger avec toi à ce sujet-là. Ouais. Ouais, puis je trouve que c'est chronophage après dans ton métier parce que Mm. tu as une double casquette. Par moment, qu'est-ce que tu fais? Entraîneur de foot, préparateur physique. Et puis après, il y a ton discours, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que tu amènes de frais auprès de tes joueurs? Mm, S'ils te voient en tant qu'entraîneur et préparateur physique, mm, c'est pas facile. Puis c'est deux métiers totalement différents. mm. C'est Ouais, deux métiers j'entends. totalement Ouais. différents. J'aimerais qu'on aborde le thème de la musculation, que je sais que Hum, tu maîtrises très bien pour en avoir discuté avec Erwan et puis même ensemble en off. Tu as dit que la musculation était au service du rugby. Qu'est-ce que ça hum. sous-entend pour toi? Bah, tout simplement, tu vois, moi je vais t'expliquer un peu comment je travaille. En fait, quand j'ai commencé, je préparais une séance de muscu pour tout le monde. Et il y en a encore qui le font, il y a encore d'autres activités qui fonctionnent comme ça. D'accord. Moi, je suis parti du postulat que en fait, ce qu'il fallait regarder déjà, c'est le joueur. Mhm. Voilà. Déjà définir ton joueur, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ses points forts, ses antécédents de blessures. Donc, tu vois, ça aussi, c'est hyper important parce que moi, je m'en suis rendu compte qu'au rugby, un joueur qui n'a pas un problème au niveau soit des épaules, soit des hanches, chevilles, genoux, ça n'existe pas.
Mm. Ça n'existe pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dans mon travail, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'oriente énormément le travail par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que, tu vois, quand je prépare un cycle de travail sur 5 ou 6 semaines, j'ai à peu près 6 ou 7 séances différentes et chaque joueur va se coller dans ces séances-là. Tu vois, je prends par exemple, j'ai un truc spécifique pour les jeunes, j'ai un truc spécifique aussi pour les anciens, de joueurs qui ont des gros problèmes au niveau des genoux, tu vois, des choses comme ça. Et donc, j'oriente les exercices et je choisis des exercices très spécifiques par rapport à ça. Ensuite, la dernière des choses, c'est qu'il ne faut pas que la muscu soit une contrainte pour le joueur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le joueur, il joue tous les week-ends, il se prend des pains tous les week-ends, et il faut qu'il soit frais la semaine pour pouvoir travailler. Mhm. Donc, la charge de travail, elle aussi, elle doit être aussi en conséquence par rapport à ça. Et justement, est-ce que tu utilises des datas, des mesures pour te donner une indication par rapport à ça, ou qu'elles soient objectives ou subjectives? Ouais, ouais, déjà, la première chose, c'est déjà apprendre à connaître ton joueur. Ouais. Déjà, ça, c'est la base. Tu vois, moi, je m'en suis rendu compte que beaucoup ne le faisaient pas. En fait, beaucoup de mecs enfermaient des joueurs dans des cases, tu vois. Alors que la priorité, c'est déjà de connaître ton joueur, discuter avec lui, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, comme je disais, ses points forts, ses points faibles. C'est ça qui va permettre déjà d'orienter ton travail, ses premiers travaux. Après, en termes de travail sur le terrain, moi, je travaille aussi beaucoup avec la VBT. Tu Mhm. vois, Velocity Ouais. Based Training, j'utilise beaucoup les Tendo. Ça me permet d'avoir directement un feedback sur le terrain, surtout tout ce qui est travail de force, vitesse et de puissance. Ok. Donc, ça permet, en plus de calibrer le travail au quotidien, il ne faut pas que la muscu devienne une contrainte. Tu vois. Mm. Je fais très peu de tests, en fait. Ok. Je fais très peu de tests. Pour moi, en fait, la muscu, ça doit être une charge de travail que tu dois donner à ton joueur pour qu'il soit performant le week-end. Mm. Pour moi, c'est l'objectif. Et bien évidemment, cette répétition de travail, c'est ça qui va t'emmener à faire progresser ton joueur. Je comprends et j'entends bien l'idée de connaître ton joueur. Je pense que c'est essentiel. Parfois, peut-être qu'on a tendance à trop se baser sur les datas. Au Ouais, fur tout et à à fait. mesure de l'expérience et d'échanger avec certains, je me rends compte que plus les préparateurs physiques ont de l'expérience, plus ils se fient en fait à leur instinct et en fait à la connaissance qu'ils ont de l'athlète parce qu'ils ont suffisamment d'expérience pour savoir comment doser leur travail, là où certains vont peut-être un peu trop jouer sur les datas pour se rassurer, Tout à fait. pour se Tout à fait. protéger, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça, on passe un peu pour les préparateurs physiques un peu vieux jeu, je trouve. Mm. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est sentir le joueur, c'est hyper important. C'est Ouais. hyper important. Parce que chaque joueur a ses qualités, chaque joueur a ses défauts. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est des joueurs de rugby. Donc, il faut qu'ils soient bons le week-end. Tu vois, c'est pas parce qu'un joueur fait 150, 160, 180 ou développé couché ou autre que ça va légitimer le week-end, le fait qu'il soit sur le terrain. Tu vois. Ouais, clairement. Les séances de musculation, là, à la SEM, quand est-ce que tu les places globalement dans la semaine? Très simple. Alors, dans notre programme, nous, on a identifié 3 séances. Donc, la séance membre-inf, spécifiquement membre-inf, une séance Ouais, membre su et une séance qu'on appelle un peu mixte, orientée effort explo. Enfin, on commence, comme je te disais, sur notre programme. Nous, le lundi, on a pris le parti d'attaquer. Enfin, pour nous, le lundi, c'est une journée travaillée. Donc, moi, le lundi matin, les joueurs, ils arrivent, c'est séance de membre-inf et c'est obligatoire. Alors, ça peut peut-être choquer. On a joué le samedi. Tu as forcément des joueurs qui sont un peu fatigués. Donc, bien évidemment, ça t'amène à adapter un peu certaines séances ou certains exos, voire même certaines quantités de travail. Mais ouais. quoi qu'il arrive, le lundi matin, moi, mon joueur, il a fait sa membre-inf. Pourquoi on fait la membrane? Parce que le lundi après-midi, en fait, on a calibré un entraînement avec les entraîneurs qu'on appelle basse intensité, où il y a très peu d'efforts, on va dire, de vitesse, d'accélération. Ça permet en fait aux entraîneurs de rentrer dans l'activité et de commencer à préparer ta journée du mardi. Ça permet aussi d'éliminer un peu les déchets du match, parce que Ouais. quelque part, se remettre un peu avec une petite course, une phase, on va dire, aérobie, ça permet aussi de remettre les organismes en route. Ensuite, à la journée du mardi, pour nous, c'est la grosse journée où le mardi matin, les joueurs ont la muscu membre supérieur et à côté, ils ont un travail de ligne. Alors, les trois quarts sont avec l'entraîneur des arrières, travaillent leur lancement, etc. Et les avants, c'est tout ce qui est phase de combat, donc touche, mêlée, ballon Mhm. porté, etc. Ça, c'est notre journée du mardi matin. Et le mardi après-midi, vu qu'on a zappé ce travail de jambes, donc on peut faire la séance à haute intensité avec Et ouais. beaucoup de vitesse, enchaînement de tâches, etc. Par moment de contact aussi,
parce que les entraîneurs ont besoin aussi de revoir un peu des choses en situation réelle. Donc, on fait Mhm. des phases de contact qui sont très calibrées, très ciblées, hein. On ne fait pas 40 minutes de match, hein. Généralement, c'est entre 5 10 minutes maximum. Mais bon, ils ont besoin de le voir. Donc, ça, c'est notre D'accord. journée du mardi. Le mercredi, c'est off. Parce que justement, on a fait 2 très grosses journées de travail. Donc, les joueurs, mercredi, c'est off. Et tu vois, dans ce système, je me suis rendu compte que le mercredi, les joueurs venaient plus du tout au club. Quand on n'avait pas calibré ce travail-là, ben, ils venaient le mercredi pour faire des choses, quoi. Mais venir, enfin, ils venaient pour venir, en fait. Ok. Que là, avec 2 grosses journées de travail le lundi et le mardi, le mercredi, je peux dire qu'au centre, je ne vois pas grand monde. Alors, il y en a quelques-uns qui viennent faire des soins, hein, avec les kinés, c'est Ouais. normal. Mais il n'y en a aucun qui vient faire durable en termes de travail ou une sorte de muscu, on va dire, orienté un peu plage. Ça, j'ai personne le mercredi qui vient. Et le Ouais. jeudi, on a notre enfin, dynamique enchaîné avec une séance de rugby qui est, on va dire, orientée vitesse. Voilà, avec des phases de lancement très rapides. Tu vois, c'est des phases qui ne vont pas au-delà de 40 secondes, mais qu'on répète dans un système d'entraînement qui dure à peu près 30 35 minutes. Tu as plutôt des efforts max en début de semaine et des efforts Ouais, c'est ça. dynamiques en fin Exactement de ça. semaine. Ok. Sachant qu'on oriente le travail en début de semaine sur deux choses, c'est la force et la force-vitesse. Comment tu ondules justement la charge d'entraînement tout au long de la semaine? Bah, en fait, sur le programme, en fait, tu vois, par rapport au nombre de séries, au nombre de répétitions qu'ils ont sur Ok. les cycles. Et Ok. on essaye de calibrer les cycles, tu vois, avec les entraîneurs. Par exemple, là, tu vois, on va finir notre cycle dans 15 jours et on repartira sur un nouveau cycle de 5 semaines qui va nous amener jusqu'à Noël. Donc, on Ça essaye marche. justement de calibrer ce travail, moi, en salle, avec ce que font aussi les entraîneurs sur le terrain. Donc, ça, c'est hyper important aussi. On s'est rendu compte que, bah, tu vois, c'est ça aussi, ça a été une évolution. C'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à une époque, nous, les prépas, on faisait notre travail. Les entraîneurs rugby faisaient le truc, mais tu vois, par moment, on avait des pics de charge. On Eh ne oui. comprenait pas parce qu'on n'avait pas planifié ça, en fait. Ouais. Et nous, on s'est mis autour d'une table et on a fait ça. Tu vois, on a Ok. planifié des choses. On a mis les Ouais. choses en Si je comprends bien, en fait, l'entraîneur va proposer son ça système minutes. et sa Ouais, c'est ça. planification. Et de ça, toi, tu vas te mettre au service de Exactement. l'entraîneur en adaptant en Exactement. fait ton contenu pour onduler l'intensité et la charge de travail. Tout à fait. Tout à fait. C'est Très bien. exactement ça. Et tu vois, Parfait. sur ces cycles de 5 semaines, tu vois, l'entraîneur, on va dire, cible 2 3 matchs. Et donc, moi, j'oriente mon travail par rapport à ça, mes charges de travail par rapport à ça. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est ce travail collaboratif qui est hyper important, quoi. Ça induit aussi une baisse en termes de blessures. Parce que quand tu arrives à gérer la charge des deux côtés, aussi bien squat, toi, ce que tu fais en salle et ce que font les entraîneurs, bah, tu vois, tu sais qu'il y a toujours un impact qui va se traduire sur le terrain. Ça, c'est super intéressant que vous ayez mesuré ces aspects-là. Je pense que Ouais. c'est nécessaire. Ça se fait de plus Ouais, en puis, plus, hein, mais ouais, puis tu vois, effectivement, j'ai Christophe qui est hyper intéressé par rapport à ça. Tu vois, il l'a compris parce que, tu vois, Christophe, quand il était entraîneur, quand il était jeune entraîneur, ouais, il a passé le diplôme de préparateur physique pour comprendre d'accord. comment fonctionnait la prépa physique. Mais Ouais, pas pour l'utiliser, mais juste pour comprendre comment ça fonctionnait. ouais, Et donc, quand je lui parle, ben, ça lui parle aussi, quoi. Parce qu'il connaît ouais, les c'est textes, génial. il connaît les choses que je fais. Et puis Christophe, on se connaît depuis maintenant 2005, donc on est habitué à travailler ensemble depuis un petit moment. Hmm. En fait, il a fait cette démarche-là pour rentrer dans le monde des préparateurs Tout à fait, physiques et qu'il puisse comprendre en fait tout à fait. Nous, notre votre, méthodologie. votre méthodologie, vos langages, etc. Et ça me paraît essentiel effectivement dans le monde du sport et qui plus est dans le monde professionnel. Ouais. Comme tout à l'heure, tu as parlé de tes débuts donc, au CS, pardon, CSBJ, exactement, Bourgoin-Jallieu. Il y a une vingtaine d'années, il me semble que, dis-moi si je me trompe, les intersaisons auparavant étaient beaucoup plus longues qu'elles ne le Ouais. sont aujourd'hui. Comment Ouais. finalement tu t'es adapté à ces nouveaux calendriers? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou non? Et dis-nous en plus. Moi, je pense que l'enjeu des prochaines années, ça va être justement ça, quoi. On se rend compte que maintenant, le joueur de rugby, il est sur le pont quasiment 11 mois sur 12. Sachant qu'il y a de plus en plus de matchs. Moi, à mon époque, oui, il y avait déjà le top 14, mais il y avait un peu la Coupe d'Europe qui n'était pas développée à ce niveau-là, tu vois. Et puis, Mm. il n'y avait pas autant de matchs internationaux aussi. Il n'y avait pas
pas autant de tournées. Donc ouais, l'enjeu, je pense que pour les prochaines années, ça va être de se mettre autour d'une table et se dire qu'un joueur de rugby maintenant, faire 11 mois sur 12, c'est limite suicidaire, quoi. Ouais. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, on avait quasiment 2 mois de prépa, on avait le temps de faire des choses, on avait le temps de travailler, de remettre des organismes en route. Alors bien évidemment, c'est sûr que le joueur, il n'était pas aussi professionnel qu'il l'est maintenant. Donc c'est vrai que maintenant, quand on reprend une prépa, pardon, le joueur, il est quasiment prêt parce que pendant ses vacances, il a bossé. Mais le problème, c'est d'avoir cette fraîcheur mentale pour pouvoir attaquer une prépa physique. C'est ça qui est le plus important. Parce que bien évidemment, la fraîcheur mentale, elle induit aussi sur beaucoup de facteurs, tu vois, Mm. sur les blessures, sur plein de choses. Donc franchement, faire une prépa physique comme on l'a fait cette année, moi je suis arrivé à l'ASM cette année le 10 juillet, on a fait notre premier match 5 semaines après. Ouah, ça a été costaud, hein. Parce que je rentre dans un club, je connais pas les joueurs, j'ai aucun passé sur eux, j'ai aucune donnée, j'ai rien. Donc il faut mettre déjà ton programme en place. Tu arrives aussi avec un passif. Je crois que j'avais à peu près 9 joueurs de blessés. Il fallait se mettre tout de suite au travail parce que l'échéance, c'est ton premier match et aller au Yonex, quoi. Donc, ouais, c'était une course, hein. Ça a été une course. Et encore, vous n'êtes pas encore perverti par le business des tournées internationales, il me Non, semble. non, non, non. Bah, Et heureusement. On va y ouais, venir, hein, peut-être. ben sûrement, ouais, non, mais On va c'est y c'est venir, vrai hein. que dans, Parce dans le que tu vois, football, ils maintenant, attaquent encore plus ouais, vite les matchs, ouais, ouais, et ouais. ça me paraît ahurissant, en fait. Parce que bah, tu vois, c'est drôle ce que tu dis, parce que mon collègue qui bosse avec moi, Salim Aouiche, qui était préparateur physique au stade de Reims, il m'en a parlé justement. Il m'a dit, mais le truc qui m'a choqué moi quand j'ai commencé, c'est qu'on a fait la prépa, la première semaine, on met déjà un match. Ouais, Et je me dis, ouf, attaqué par un match. Alors bien évidemment, c'est sûr que c'est pas comme le rugby, hein, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de. Mais bon, est-ce que évidemment. les joueurs sont prêts à enchaîner déjà des phases de travail à ce niveau-là? Ouf, c'est costaud, c'est costaud. Et tout à l'heure, tu as parlé de charge mentale par rapport à tout ça. Et j'aimerais Ouais. rebondir sur ce que tu disais sur ton planning et notamment du mercredi qui est off pour les joueurs. Est-ce Mm. que, justement, le mercredi, on sait qu'en France, c'est le jour des enfants. Bien sûr. J'imagine que tu dois avoir beaucoup de papas dans tes Ouais, bien joueurs. sûr. Est-ce que finalement, ça peut être un lien assez clair par rapport Ouais, à ça pour les joueurs? Qui plus est, ouais. bah, le week-end, forcément, c'est plus compliqué de voir la famille. Donc, je trouvais ça assez intelligent. Je sais pas si Ouais, tout à j'imagine fait. que ça a été fait exprès, mais Oui, entre autres, mais c'est surtout que, en fait, tu vois, le mercredi, c'est le milieu de semaine. ouais, aussi. Et puis, il faut pas oublier, c'est que nous, on a des jeunes joueurs, donc à Mm. l'école. Ouais, ouais, C'est plus, aussi. c'est plus facile à mettre des passerelles en place le mercredi, tu vois, parce Mm. que bah, il y a beaucoup de facs qui travaillent avec des systèmes le mercredi où le joueur peut intégrer la classe, etc. Donc, ouais, pour nous, le mercredi, c'était quelque chose d'hyper important. D'hyper Ok. important. Et, ouais, il y a le côté familial, comme tu dis, aller chercher les gamins à l'école, ou les Ouais, gamins vont pas à l'école le mercredi, donc ça permet de passer du temps ouais, avec eux. clairement. Nous, on insiste aussi sur le fait que les gars, le mercredi, arrêtez de venir au centre, quoi. Vous y passez déjà 6 jours sur 7. Mm, Si vous mm, venez pour faire des choses complètement inutiles, c'est pas la peine. C'est pas la mm. peine. Reprenez vos études, travaillez un double projet parce que ça aussi, ils en ont besoin. Parce qu'une carrière de rugbyman, je trouve que maintenant, elle se raccourcisse de plus en plus. Donc, il y a ça aussi, c'est préparer l'après-rugby, quoi. Et il ne se fera pas forcément le jour où ça va s'arrêter. Ça se prépare. Je trouve ça hyper malin. J'imagine que c'est des choses que tu parles avec tes joueurs. Parce Ouais, qu'effectivement, je trouve que parfois, et ça, clairement, par rapport à mon expérience et de ce que je vois dans le football, c'est pas du tout préparé l'après-carrière. après, c'est peut-être que l'enjeu financier n'est pas le même non plus. Tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. Malgré tout, tu vois, j'écoutais un podcast de Ludovic Julie il n'y a pas si longtemps que ça. Et ouais, c'est quand même quelqu'un qui a eu une belle carrière. Et il alertait, parce que ça a été quelque chose qui lui est tombé dessus, que hum. ben, déjà, il alertait sur les mauvaises, Les rencontres, ouais, ouais, les mauvaises rencontres exactement, ou des personnes qui te tournent autour et qui te donnent des bien mauvais sûr. conseils, des mauvais investissements, etc. Mais finalement, ben, quand tu arrêtes, tu n'as plus de rentrée d'argent, ou en tout cas, Ouais, tout à tes fait, rentrées d'argent, elles sont plus aussi importantes tout à qu'auparavant. fait. Et il faut t'adapter à ça. Donc, Hum. effectivement, ça me paraît essentiel. Et je trouve intéressant le fait que tu dises qu'il y ait quand même beaucoup de joueurs qui soient à l'école, l'université, etc. Ça me paraît être crucial dans l'équilibre des joueurs. Ouais. Ouais, mais c'est surtout, tu vois, comme je te disais, dans le cahier des charges des centres de formation, les joueurs jeunes doivent obligatoirement avoir un double projet. C'est obligatoire.
doivent faire du rugby, ils doivent s'entraîner, ils doivent se préparer, mais ils doivent aussi préparer des études. Et ça, c'est quasi Mhm. obligatoire. Ok. Tout à l'heure, donc, on parlait des calendriers et justement, cette saison, c'était une saison de Coupe du Monde, qui plus est Mm. en France, ce qui change encore plus début de championnat et j'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu. Bah, nous, les 5 semaines qu'on a fait déjà en juillet, août, avec Christophe, on avait mis l'accent sur un facteur qui était important, c'est déjà mettre du volume de course dans notre prépa physique. Donc c'est pour ça que, tu vois, moi, j'ai tout de suite intégré les jeux conditionnés. Ouais. C'est des jeux en forme réduite 7 contre 7 où on met du rugby sous forme de phase. Là-dessus, on a été très clair, on a mis tout de suite ça en place pour pouvoir être prêt justement à être capable d'enchaîner 3 matchs en début de saison. Et ensuite, il y a eu cette deuxième coupure après ces 3 matchs qui a duré 7 semaines, où là, on a orienté le travail plus sur tout ce qui est travail de combat, d'enchaînement de tâches, de passage au sol, tout ce qui est un peu de travail ouais, besogneux Ouais. et hyper énergivore. Parce que justement, on a eu cette semaine. Puis moi, ça m'a permis aussi de continuer ce travail de membre inf, puisque les joueurs avaient 2 séances de membre inf dans la semaine et 2 séances de membre sup. En fait, on a travaillé lundi, mardi, le mercredi off, jeudi, vendredi, et pouvoir récupérer le samedi et dimanche pour pouvoir repartir après sur des grosses charges de travail. Ok, donc si je comprends bien, pendant la Coupe du Monde, vous avez quand même vraiment charbonné dans un but Ah ouais, d'augmenter ouais, les ouais. charges et les intensités pour arriver à un relatif pic pour Ouais, la c'est ça, on reprise a du essayé championnat. d'augmenter. Ouais, c'est ça, on a essayé d'augmenter on a augmenté progressivement. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la première semaine après le premier match, enfin, le dernier match, on leur a laissé une semaine de vacances pour pouvoir couper. D'accord? On a fait une grosse prépa de 3 semaines où on a fini avec un stage à Chambon-sur-Lignon où là, les charges de travail ont été très, 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 très hautes. On leur a laissé ensuite une semaine pour pouvoir digérer ça. Et on les a récupérés ensuite les 2 dernières semaines pour commencer à rentrer dans l'activité, dans le pré-championnat, pour pouvoir préparer le championnat et se lancer dans cette phase interminable de 15 matchs consécutifs. Et selon toi, justement, est-ce que c'est une chose intéressante dans ton travail, la mise en place de ton travail, ou est-ce que enfin, cette coupure est préjudiciable pour la suite? Non, je pense pas parce que moi, elle a été bénéfique dans le sens où, tu vois, comme je te disais au tout début, je suis arrivé dans un club où je connaissais personne. Ouais. J'ai dû aller très vite à l'essentiel. Par moments, c'est sûr que j'ai dû zapper des choses que j'aurais pas dû, mais il fallait le faire Mhm. parce que je n'avais pas le choix, j'étais pris par le temps. Alors que là, les 5 semaines que j'ai mis à profit, là, elles m'ont vraiment permis d'intensifier le travail, de cibler vraiment le travail, de continuer aussi à individualiser, chose qui était hyper importante. Et là, vraiment, là, j'ai vraiment apprécié cette partie-là. Pour moi, ça a été hyper important. Ok. On en a senti tout de suite les bénéfices, hein. Ton groupe a été beaucoup réduit pendant la Coupe du Monde? Non, parce on a continué aussi à intégrer les jeunes. Il le Ok, fallait parce qu'il nous manquait 7 ou 8 internationaux. d'accord, On a continué à intégrer les jeunes pour petit à petit aussi les intégrer au programme et au système d'entraînement. Donc, tu vois, ça, c'est d'accord. aussi important. Parce que les jeunes font aussi souvent la navette entre nous et le centre de formation. Donc, tu vois, Ouais. ils naviguent entre les deux. Donc, c'est important qu'ils connaissent un peu notre méthodologie, qu'ils connaissent aussi la méthode d'entraînement des entraîneurs de rugby. Donc, les intégrer à ce moment-là, c'était parfait. C'était parfait. Ok. Et du coup, On j'imagine a- que vous communiquez avec les préparateurs physiques Ouais, des ouais. équipes de jeunes pour la gestion de la charge d'entraînement, parce que eux, Ouais. du coup, avaient la continuité, j'imagine, dans leur championnat. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai mis en place cette année, tu vois, quand je suis arrivé, c'est que le préparateur physique du centre de formation, il vient avec moi sur toutes les séances, le lundi, le mardi et le jeudi. Trop bien. Voilà. Comme ça, lui, ça lui permet de voir déjà nous comment on bosse Ouais. et puis faire le suivi lorsque les joueurs redescendent dans les équipes espoirs respectives. Voilà. C'est vrai que finalement, à titre individuel, j'imagine que ça a dû être quelque chose d'intéressant pour toi d'avoir cette coupure pour avoir Mmh. peut-être un peu plus le temps et d'avoir une vision Sûr. à moyen terme plutôt Mmh. que d'avoir ces échéances régulières semaine après semaine et où parfois bah, on est un peu du mal à voir plus loin que le bout de son nez, si je puis dire. Ouais, tout à fait. Parce que je te dis, quand j'ai commencé le 10 juillet, déjà, il fallait que je fasse un état des lieux, hein, dans quoi j'arrive. Ouais, Et l'état des lieux, tu ne le fais pas en 2 jours, hein. Tu ne non. peux pas le faire en 2 jours, c'est pas possible. Ouais, tu vois, à peu près en 15 jours, tu arrives un peu à cerner le groupe, à connaître un peu les joueurs, tu vois. Donc, et tu as déjà grillé 15 jours, il te reste 15 jours encore pour préparer le premier match, parce que tu as des matchs amicaux, bien évidemment. Et Mhm. après, c'est parti, tu enchaînes déjà 3 matchs, quoi.
Et ça, tu vois, ces 5 semaines-là, je m'en souviens, on l'avait fait quand on avait été champion avec Castres en 2018. Ok. On avait été champion, on avait fini super tard, on avait repris 5 semaines après. Mais bon, là, ça avait été entre guillemets de la régalade parce que bah, les joueurs, on les connaissait tous. La méthodologie, ils la connaissait. Donc, ça a été vraiment une sorte de remise en route, quoi. Ça a été plus facile à mettre en place. Parfait. D'après Erwan, que j'ai eu sur le podcast il y a quelques mois et avec qui tu as travaillé, apparemment, il me disait que tu travaillais beaucoup avec l'haltérophilie et j'aimerais savoir comment tu utilises cette discipline au service du rugby. Alors, l'haltérophilie, j'ai eu beaucoup travaillé. Ok. Ça, ouais, je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Je t'avouerai que je l'utilise de moins en moins, tout simplement parce que, on va dire, c'est d'un point de vue technique. Moi, maintenant, enfin, en ayant affaire avec des joueurs pros, comme tu le vois, le temps est précieux. Et passer du temps à revoir les techniques d'haltéro sur des joueurs qui savent pas beaucoup utiliser, que ce soit l'épaulé ou l'arraché, c'est devenu très compliqué. Donc, ouais, je l'ai beaucoup utilisé, bah, tu vois, au tout début, quand j'ai commencé à Bourgoin, je l'ai aussi gardé un petit peu à Castres. Et après, je m'en suis rendu compte petit à petit que techniquement, c'était un peu compliqué avec les joueurs. Je garde encore cette partie altéro, surtout avec les étrangers, les anglo-saxons, parce qu'ils ont cette culture, bah, ils l'ont eu jeune déjà, par l'intermédiaire de l'école. De ce côté-là, avec eux, c'est toujours plus facile. Et puis, bah, il y a les anglo-saxons, et puis tous ceux qui viennent des pays de l'hémisphère sud. Tu Mhm. vois, tout ce qui est néo-zélandais, australien, où aussi ils le font énormément. Ok. Donc, avec eux, j'arrive toujours à mettre des exos d'altéro ou sinon des gestes semi-techniques. Ce que je Ça, pensais, ouais. ça me permet aussi de continuer un peu cette activité altéro. Mais ouais, en France, ce qui est dommage, c'est que ouais, cette partie altéro, alors c'est bizarre parce qu'il y a eu un moment, un courant de pensée où on a fait beaucoup d'altéro. Et je trouve que maintenant, ça s'est un petit peu délaissé. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, mais chez les jeunes, quoi. De développement de travail, c'est hyper important. En termes de travail de souplesse, en termes de coordination, tu vois. C'est hyper intéressant. Et c'est dommage que chez les jeunes, ça soit un peu perdu, je trouve. Ouais, parce que toi, quand tu travaillais avec les jeunes, j'imagine que du coup, c'était des choses où c'était plus simple à mettre en Et ouais, place tout parce que simplement tu parce que, avais une ouais, vision à long terme du développement athlétique de l'athlète exactement. Et puis, du jeune. et oui, et puis comme je te le disais, nous au judo, on en faisait beaucoup déjà. Tu vois, on était déjà en avance par rapport à ça. Donc, naturellement, moi, quand j'ai attaqué dans le rugby, l'haltéro, pour moi, c'était normal. Donc, c'est sûr qu'avec les jeunes, ouais, tu as le temps de passer 1 heure à leur expliquer, à faire un peu de technique, etc., à découper les phases de travail, de remettre des gestes semi-techniques pour faire progresser le joueur. Ouais. Mais chez les pros, tu n'as pas le temps. Tu vois, les efforts répétés, enfin, pardon, les efforts dynamiques qu'on fait le jeudi, la séance, elle dure 35-40 minutes. Donc, si je passe déjà 15 minutes à lui Et ouais. expliquer un essai ou un tirage, que ça manque de tir. Mais justement, tu parlais de semi-technique pour nos auditeurs sportifs non initiés à l'haltérophilie et qui pourraient bénéficier de ces semi-techniques. Qu'est-ce que Ouais. tu pourrais nous partager à ce sujet-là? Bah, tu vois, moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, inscrivez-vous dans les salles d'haltéro. Allez pratiquer, ça c'est hyper important. Ça, c'est le premier truc que je leur dis, hein. J'ai eu beaucoup d'étudiants, parce que j'intervenais aussi à la fac de Lyon sur les M1 et M2. Et D'accord? je leur disais, mais la muscu, oui, c'est bien, mais faites déjà de l'haltéro, comprenez les choses les plus simples, parce que le développé couché, c'est quelque chose qui est facile à apprendre, facile à démontrer, mais l'haltéro, ça demande plus de travail. Et vous allez voir qu'en faisant de l'haltéro, vous allez comprendre aussi le reste. Donc, c'est la première chose que je leur disais, c'est allez vous inscrire dans les clubs d'haltéro et progresser là-dedans. Et puis, vous allez voir qu'en termes de planification, les haltérophiles sont très, très bons aussi. Donc, vous allez apprendre déjà en termes de planif comment placer les exercices, comment les faire évoluer. Pour moi, ouais, je pense que ce que je leur dis, ce que je leur dirais, ce que je continuerai à leur dire d'ailleurs, c'est inscrivez-vous dans les clubs d'haltéro. Ouais, c'est un bon conseil. Mais c'est vrai que malgré tout, l'haltéro a été dépoussiéré d'une certaine manière par le CrossFit ces Bien dernières sûr, années ouais, et c'est sûr. ça, c'est plus parlant pour les sportifs de tout genre. C'est plutôt effectivement une bonne chose. Tu nous as parlé de ta longue carrière de 20 ans. Justement, tu as vu l'évolution du rugby et j'aimerais que tu nous dises comment tu vois l'évolution de la performance dans le rugby d'ici les 10 prochaines années. Moi, je vais parler en termes de vieux jeux, hein. J'espère qu'elle va rester. Enfin, j'espère que les préparateurs physiques qui vont. Parce que moi,
ouais, je suis plus vers la fin que sur le début maintenant. Mais j'espère que les préparateurs physiques vont garder ce côté sentir le joueur. Tu vois, pour moi, c'est hyper important. Et je trouve que moi, j'ai une génération de jeunes prépas qui arrivent. Je le vois au travers des jeunes étudiants ou des stagiaires qu'on accueille, qu'en fait, ils sont formalisés sur les chiffres, la Ce data, dont les on parlait. Ouais. GPS. Tu vois, alors c'est bien, hein, ça a fait évoluer aussi notre travail, hein. Moi, je les utilise au quotidien, hein. Mais il ne faut pas oublier la base, c'est-à-dire être capable de sentir. C'est-à-dire que quand tu proposes une séance à un joueur, tu dois être capable de la sentir et d'avoir l'impact que ça a sur ton joueur. Tu vois, ça, c'est hyper important. Et tu vois, moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est au travers des étudiants, tu vois, ils préparaient une séance, ils mettaient 10 exercices sur une séance, mais ils ne se rendaient pas compte que la séance qu'ils proposaient, elle allait durer 2 heures, quoi. Tu vois? Parce qu'ils l'ont jamais vécu, en fait. Ouais, Ils l'ont jamais vécu. ils n'ont pas Soit parce que pratiqué. ça manquait de pratique, soit ça manquait de recul. Tu vois, et donc je leur ai expliqué ça. Je leur ai expliqué. Ouais, en termes de performance, moi j'espère que ouais, le rythme baisse un peu, quoi. Là, on est dans une frénésie, c'est devenu du grand n'importe quoi. Parce que là, maintenant, tu vois, il va y avoir une Coupe du Monde des clubs qui va être mise en place. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont placer les matchs, je ne sais pas comment. Enfin bref, ça va être. On oublie que le joueur, c'est lui qui fait le spectacle à la base. Et que Ouais. le spectacle, à un moment, il risque de baisser parce qu'il y aura de moins en moins de joueurs et ça va être compliqué. C'est justement la problématique aujourd'hui d'un point de vue commercial et marketing, Tout où à fait, tout justement à fait, il faut du spectacle et tout à fait. continuellement du spectacle. Donc il faut une présence continue des joueurs, que ce soit d'un point de vue sponsoring, etc. En fait, finalement. Et puis là, maintenant, tu vois, avec la Coupe du Monde, je pense que là, on va rentrer dans un virage. La Coupe du Monde été lancée en France. Il y a eu un très gros impact. Tu vois, les audiences télévisuelles, elles ont fait des booms Exact. spectaculaires, des choses qu'on n'a jamais connues, quoi. Bien évidemment, maintenant, il va y avoir une répercussion en termes de licenciés dans les clubs parce qu'il va y avoir des enfants qui vont faire du rugby. Et ouais, ouais. Tu vois, là, on va commencer à rentrer je pense que, ouais, on rentre un peu dans le foot, quoi. Est-ce que ça va porter des côtés pervers, ça? Je serais peut-être plus là pour en parler, mais j'aurais tiré ma sonnette d'alarme, on va dire. Ouais, il te reste encore de bonnes années. J'ai pas vu passer mes 20 ans. Je me revois encore commencer à Bourgoin, tu vois, c'est passer une vitesse. Parce que c'est simple, nous, on enchaîne les années. On enchaîne les années, une vitesse aussi. Fin de saison, tu as 15 jours de vacances, tu as 15 jours pour préparer la rentrée, tu vois, donc tu coupes jamais en fait. Nous, on est là du lundi au samedi. Le dimanche, je suis en train de préparer ma semaine. Tu vois, on est dans une frénésie, on est dans une sorte de machine à laver et une fois que tu rentres dedans, t'en sors pas, quoi. C'est ce rythme ouais, qui devient très frénétique. Frénétique pour les joueurs, frénétique pour les Ouais, staffs. pour tout le monde. Pour tout le monde. Et Mm. à un moment ça va faire pchit, hein. Ouais. Alors, bien évidemment, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé, on était un prépa et demi. Maintenant, on est cinq. Mais chacun apporte sa compétence dans un domaine précis, hein. Mm, Et mm. n'empêche que le travail, il faut qu'il soit fait. Non, mais c'est intéressant que tu parles de ça. Justement, les ressources humaines autour des joueurs via les staffs sont de plus en plus conséquents dans de nombreux sports et en partie dans le rugby. Est-ce que véritablement pour toi, ça a eu un impact bénéfique par Bien sûr. rapport à la santé et la performance des joueurs? Bien sûr, bah, tu vois, la performance, elle a évolué, hein. Les joueurs que j'avais dans les années 2000, c'est plus les mêmes que j'ai maintenant, hein. Et puis maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment les pousser à des très hautes intensités parce que maintenant, on contrôle tout ça. On contrôle la fréquence cardiaque, on calibre ce qu'ils font sur le terrain avec les GPS. Mm. Donc, on a plein maintenant de données pour être capable de pousser ton joueur au max, quoi. Mais ça n'enlève pas aussi qu'il faut sentir le truc. Parce que les chiffres, c'est bien, mais il n'y a pas que les chiffres. Mourad, je vais te poser la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squad de la performance? Enfin, celui que je voudrais que tu interviewes la prochaine fois, c'est Alexandre Durgarian. Alors, Alexandre Durgarian, c'est très simple. C'est un mec que j'ai connu en haltéro, parce qu'il a été haltérophile, Très bien. compétiteur, il a été champion de France, il a été cadre technique dans l'haltéro. C'est devenu un super pote. De là à ce qu'il soit mon témoin de mariage. Ok. Donc, on a une très, très grosse affinité, mais c'est vrai qu'au Bien départ, évidemment. on ne se connaissait pas du tout. Et puis, il a une expérience aussi dans le rugby. Et ce qui est chose intéressante aussi, c'est qu'il a été préparateur physique dans le cyclisme, cycliste sur piste.
Tu vois, et lui aussi, pareil, il vient d'un monde, bah, tu passes de l'haltéro au vélo. Ah, ça, Donc, c'est vraiment ouais, ouais. intéressant, ce grand virage. Tu vois, Ah, j'ai ben, ça, interviewé un collègue genevois qui s'appelle Pascal Plomb, avec qui ouais, on a discuté du bike fitting, qui est l'art en fait de régler le vélo à la personne et éventuellement de l'accompagner dans l'amélioration de ses symptômes et même de ses déficits pour que justement il soit plus à l'aise sur le vélo. Et je pense que ça pourrait faire un lien hyper connexe. tout Lui, à fait. c'est cyclisme de route essentiellement, mais pas que, hein, VTT. Justement, on a parlé de même gravel, etc. Mais Ouais. ça peut être top. Et de parler de Ouais, ce gros virage, effectivement, ça peut être vraiment intéressant. ouais, puis je pense que ça peut être aussi intéressant pour tes auditeurs parce que, en fait, le métier de préparateur physique, il t'enferme pas uniquement dans un domaine, quoi. Alors, moi, c'est vrai que Carrément. j'ai fait du rugby pendant 20 ans, hein, parce que j'ai pas cherché non plus à aller voir ailleurs. C'est une activité qui me plaisait, mais je ferme pas la porte, hein, tu vois. Si un jour, Mhm. j'ai un projet que je trouverais intéressant, qui me permette aussi de voir autre chose, hein, parce que Bien ça me sûr. permettrait peut-être de boucler une certaine boucle aussi, tu vois. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je comprends très clairement ce que tu dis. Moi, c'est pareil, par opportunité, je suis toujours dans le Mm. football, même si je travaille aussi parfois avec des athlètes qui sont dans d'autres disciplines. Mais d'un point de Mm. vue club, j'ai toujours été dans le football. Et malgré tout, ben, je trouve que ça peut être enrichissant d'aller voir ailleurs et même parfois d'aller voir ailleurs pour revenir, pourquoi pas, dans le foot et Ouais, tout à fait. apporter une Tout à autre fait. vision. En tout cas, tout ça, c'est aussi des choses que je viens chercher grâce au podcast et aux Mm. nombreux invités que j'interviewe. Ça me fait vachement réfléchir et justement pour éviter d'être sclérosé et de rester Exactement ça. Tout avec ses œillères à fait, parce dans que sa tu vois, discipline. ouais, tu vois, comme je te disais, nous, on rentre dans une machine à laver pendant 11 mois et on n'en sort pas, quoi. Tu vois, Ouais. donc retrouver de la fraîcheur, essayer de voir ce qui se fait un peu ailleurs, on n'a pas le temps. On l'a par moment, des fois, entre prépa physique, parce qu'on se crée une sorte de réseau. Moi, j'ai des mecs que je connais en Nouvelle-Zélande, en Australie, tu vois, Mm, donc on essaie de rester un peu en contact sur ce qui se fait, etc. clairement. Mais je trouve que aussi, regardez, ce qui se fait aussi dans d'autres sports, je pense que c'est hyper important. Puis moi, ça me permettrait de revenir il y a 20 ans quand j'ai commencé, tu vois, avec cette fraîcheur, de rentrer dans un domaine que je connais pas, tu vois, de repotasser, des choses simples, quoi. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette passe décisive. Mourad, je te laisse le mot de la fin. Merci pour cette invitation. C'était très sympa de parler un peu de mon métier, de mon activité, de mon vécu. J'espère que ça va intéresser les personnes qui te suivent. J'espère que ça va intéresser aussi les jeunes prépa physiques qui ne pensent pas que le métier de préparateur physique, c'est quelque chose de super beau, de super idéal. Alors, c'est sûr qu'on est. Ouais, tu vois, on a ce côté-là aussi, nous. Tu sais, c'est vrai que tu sais, on nous regarde un peu avec des yeux. Ouais, je suis préparateur physique de l'ASM, je suis préparateur physique de Bordeaux, de machin. Mais après, on reste humain, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais ouais, c'est le métier de préparateur physique de haut niveau. Moi, je vais le résumer en un truc, hein. Moi, ça a été 20 ans de sacrifice. 20 ans de sacrifice, 20 ans de sacrifice familial. Si tu veux vraiment perdurer dans ce métier, ouais, il faut le prendre comme un sacrifice. Tu donnes plus que ce que ça t'apporte. Ouais, je vois. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Mourad. Ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Tant que Partager. j'ai votre attention, je vous rappelle de noter l'épisode si ça vous a plu et de laisser un commentaire pour nous soutenir. Sachez qu'il y a plein d'autres épisodes sur le squat de la performance. On a déjà dépassé les 40 épisodes avec un staff bien fourni, de préparateurs physiques comme Mourad, de kiné, doc du sport, nutritionniste, préparateurs mentaux, entraîneurs. Bref, que du beau monde. N'oubliez pas de vous abonner au Squat de la Performance sur YouTube et votre plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!